On ne peut pas diffuser ça. Ce n'est pas prêt pour la diffusion. Non. Le super juif du journalisme ne laissera personne entendre parler d'un camp de concentration, car le sionisme, dans cette réalité, exige que les juifs soutiennent les camps de concentration. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Il y a donc beaucoup de choses à dire, rien que dans ces 2 minutes. Qualifier quelqu'un de membre du train de Aragua simplement parce qu'il a des tatouages est absurde. Les cartels les plus sophistiqués aujourd'hui savent que leurs membres ne devraient pas avoir de tatouages facilement identifiables, contrairement aux anciens de la MS-13, les OG qu'on voit à Cucuta, car cela les rend trop faciles à repérer et à arrêter. Alors, quand les influenceurs arrivent et alignent toutes ces personnes, comme Kristi Noem qui s'y est rendue, c'est une scène très troublante. Ils alignent ces types derrière elle, et ce sont des gars de la vieille école, de la rue. Ils ont tous des tatouages. Le train de Aragua est un gang vénézuélien, et seulement environ 3% des migrants vénézuéliens envoyés à Cucuta avaient déjà été condamnés pour un crime violent aux États-Unis. Voilà. Puis, ils ont également été torturés. Mais ils n'étaient jamais censés être envoyés là-bas. Ils ne savaient pas qu'ils allaient y être envoyés. Et Stephen Miller s'est vraiment mis en avant, réclamant le renvoi de toute l'équipe de 60 Minutes. Il est le visage et la voix de la politique de déportation de Trump. Mais il n'est pas la principale figure derrière la politique du SICA. Le principal artisan de cette politique d'envoi de Vénézuéliens au SICA du Salvador, c'est Marco Rubio. Et Marco Rubio est un ami proche de Nayib Bukele. Il entretient avec lui une bien meilleure relation qu'avec d'autres figures pro-américaines et compradors d'Amérique latine. C'est Rubio qui a personnellement organisé l'envoi de ces Vénézuéliens là-bas, plutôt que leur renvoi au Venezuela. Rather than to be sent to Venezuela. And this is the key point. Et c'est là le point essentiel. L'envoyé spécial de Trump au Venezuela en mars dernier, Richard Rick Grenell, négociait un accord avec le gouvernement de Maduro pour permettre à Chevron d'obtenir des droits de forage prolongés à l'intérieur du Venezuela. En échange, Maduro devait accepter les vols directs de migrants vénézuéliens, une priorité majeure de la politique de déportation de Trump. Ces 250 personnes devaient être envoyées directement à Caracas. Marco Rubio a fait cela pour saboter les négociations avec le Venezuela et faire avancer sa manie du changement de régime. Il ne voulait pas que le Venezuela tire des revenus de Chevron. Il ne voulait absolument pas de négociation avec Maduro. Il voulait le présenter comme quelqu'un qui rejetait les vols de déportation. Ainsi, les 250 hommes envoyés pour être torturés au SICOT ont été des dommages collatéraux. Ils ont été torturés uniquement à cause des fantasmes de changement de régime de Rubio. Cela n'aurait jamais dû arriver. Le Venezuela était prêt à les accepter en échange de droits de forage pour Chevron. Et c'est là que réside le point essentiel. Cela explique pourquoi le SICOT est passé de quelque chose dont Bukele était fier à quelque chose que l'administration Trump veut désormais dissimuler. Rubio a saboté le département de la justice de Trump et les professionnels de carrière qui y travaillaient, lesquels avaient recruté plusieurs dirigeants de très haut niveau du MS-13 au Salvador, comme atouts et informateurs, afin de démanteler la structure du gang aux États-Unis. Et Rubio a trahi le département de la justice, ainsi que les accords que ces informateurs du MS-13 avaient signés, en les renvoyant au Salvador pour qu'ils disparaissent dans le SICOT, où ils pouvaient être réduits au silence. Pourquoi? C'est ce que voulait Nayib Bukele, car Bukele menait des négociations secrètes avec le MS-13 et ses dirigeants en particulier au début de son mandat pour réduire la violence dans les rues.
in order to reduce violence in the streets. So he says, "Oh, my iron-fisted." Alors il dit, « Oh, ma méthode de main de fer, mon approche de mano duro, c'est la vraie raison pour laquelle il n'y a pas de violence au Salvador. » Non. En réalité, il adoptait la même approche que les gouvernements mexicains, comme ceux de Sheinbaum et d'AMLO, ou encore que Petro en Colombie, c'est-à-dire la négociation de traités. Et il ne veut pas que la presse le sache. Donc ces types doivent être éliminés, réduits au silence, et le ministère de la Justice doit être manipulé pour faire entrer ces Vénézuéliens au CICOT afin de briser les négociations avec le Venezuela et de satisfaire la frénésie de changement de régime de Rubio. Cela signifie que la partie concernant le CICOT doit être étouffée, car elle révèle au moins le scandale de surface, à savoir que ces hommes ont tous été torturés sans raison. Mais c'est un super scandale. Il faut que ce soit censuré, même si cela n'aborde pas l'aspect du changement de régime que tu viens de détailler. Et c'est pour cela qu'il est si important que les gens comprennent qu'on ne peut pas simplement considérer ces histoires comme une question de droits humains, même si bien sûr elles le sont. Je veux dire, la torture que l'on voit décrite ici, ce n'est pas seulement une question de violence ou de maltraitance envers ces personnes. C'est aussi une manière de servir un objectif plus large de changement de régime. C'est vraiment incroyable de voir à quel point, quand on examine une histoire de plus près, tout finit par revenir au changement de régime. Il y a tant d'histoires où l'on pense qu'il s'agit simplement d'abus et de tortures horribles. Mais non, il y a en réalité un agenda sous-jacent. Et c'est pourquoi, pour nous lancer quelques fleurs, The Grey Zone est si important, parce que nous allons là où d'autres ne vont pas. Ce que tu viens d'expliquer n'est présenté nulle part ailleurs. Et c'est essentiel pour comprendre cette histoire et ce que ces personnes ont enduré. Elles ont dû souffrir non seulement à cause du mépris de l'administration Trump pour les immigrés sans papier, mais aussi à cause de son zèle à renverser un grand pays du Sud global. Oui, je veux dire, il faut le synthétiser, mais c'est là, quelque part. Il faut chercher, et on peut trouver des fragments de ces informations dans les médias traditionnels, mais personne ne les rassemble pour en faire un méta-récit plus large sur l'objectif ultime de Marco Rubio, de renverser le Venezuela et Cuba, et sur tous les dommages collatéraux que cela entraîne.